Fyodor Dostoïevski, Le Double, chapitre 11. Le souffle s'arrêtait dans la poitrine de M. Goliathkin. Il volait, comme s'il avait eu des ailes, à la poursuite de son ennemi qui s'éloignait rapidement. Notre héros se sentait plein d'une terrible ardeur. Tout porte à croire, cependant, qu'en dépit de cette terrible ardeur, un simple moustique l'eût aisément renversé, d'un petit coup d'aile. En admettant toutefois que des moustiques puissent se trouver à Saint-Pétersbourg à cette époque de l'année. Il se sentait fourbu, et même en même temps entraîné par une force étrangère absolument indépendante de son corps. Sans cette force étrangère, il n'aurait pu faire le moindre pas, car ses jambes flageolaient et lui refusaient tout service. Hors d'haleine, il poursuivait sa course en répétant machinalement: tout peut encore s'arranger au mieux, oui, au mieux, ou au pire. En tout cas, mon affaire est perdue, sans aucun doute. Je suis fichu, je suis complètement fichu, c'est certain, irrémissible. On ne peut plus rien y changer. Et pourtant, au moment où il parvint à agripper le pan du manteau de son ennemi, notre homme, d'un seul coup, parut ressuscité. On aurait dit qu'il venait de remporter une grande victoire. L'infâme ennemi avait ailé un fiacre et s'apprêtait à immonter. Monsieur, monsieur, hurla notre héros. Monsieur, j'espère que vous... Non, n'espérez rien, je vous en prie, répondit son cruel ennemi qui avait déjà un pied dans la voiture. En cherchant à rentrer son autre pied, il l'agitait fébrilement en l'air et avait beaucoup de peine à conserver son équilibre. En même temps, il s'efforçait de se dégager de la prise de M. Goliathkin. Mais notre héros s'accrochait au manteau de son adversaire avec toutes les forces dont la nature l'avait doté. Yakov Petrovitch, j'en ai que pour 10 minutes. Je regrette, mais je n'ai pas le temps. Convenez vous-même, Yakov Petrovitch, convenez-en, je vous en prie, Yakov Petrovitch, de grâce. Yakov Petrovitch, voyant une franche explication, sans nombage. Une seconde encore, Yakov Petrovitch. Je n'ai pas le temps, mon cher, répondit l'hypocrite. Imposteur. Son ton de feinte bonhomie décelait néanmoins une familiarité et une grossièreté blessantes. Un autre jour, croyez-moi, ce sera de tout cœur. Je vous le jure, mais aujourd'hui, c'est vraiment impossible, ajouta-t-il. C'est lâche, pensa M. Goliathkin. Yakov Petrovitch, hurla-t-il, plein d'angoisse. Yakov Petrovitch, je n'ai jamais été votre ennemi. De méchantes langues m'ont accusé injustement. De mon côté, je suis prêt, Yakov Petrovitch. Voulez-vous que nous entrions une seconde? Tenez, dans ce café, nous nous expliquerons avec tout notre cœur, suivant votre si juste expression de l'autre jour. Nous parlerons un langage franc et noble, et vous verrez, tout deviendra clair et net. Mais oui, vous verrez, Yakov Petrovitch, tout s'expliquera infailliblement. Dans ce café? D'accord, pourquoi pas. Entrons donc dans ce café. Mais je pose une condition, une seule, mon chéri, c'est que tout s'expliquera enfin, pour tout de bon. Oui, toute une fois pour toutes. Mon doux ami, dit M. Goliathkin jeune, en descendant du fiacre et tapotant impudemment l'épaule de notre héros. Ah, vieux copain, pour toi, je me sens prêt à suivre la petite Cruelle comme tu me l'avais proposé le premier soir. T'en souviens-tu? Ah, quel malin ce Yakov Petrovitch! Il fait de moi ce qu'il veut, ajouta l'hypocrite compagnon de M. Goliathkin avec un léger sourire en tournoyant et virelotant autour de notre héros. Le café se trouvait dans une petite venelle, éloignée des grandes rues de la capitale. Au moment où ils y entrèrent, l'endroit était absolument désert. Une Allemande assez corpulente parut au comptoir, en entendant tinter la clochette de la porte. M. Goliathkin et son digne compagnon passèrent dans la pièce voisine, où un gamin grassouillet, les cheveux taillés gras, s'affairait autour du poêle, essayant de ranimer le feu avec une brasure, avec une brassée de copeaux. À la demande de M. Goliathkin jeune, on apporta du chocolat. Une petite femme bien dodue, glissa M. Goliathkin jeune à son ami, avec un clin d'œil malicieux. Notre héros rougit et se garda de répondre. Ah, excusez-moi, j'ai complètement oublié.
Continua l'autre. Je connais votre goût. Nous sommes friands d'allemandes minces et sveltes. Monsieur, mais oui, toi, mon brave Yakov Petrovitch et moi, nous sommes portés sur les minces allemandes, non dépourvues de charme toutefois. Nous louons des chambres chez elles, puis nous les séduisons en échange de leurs petits plats, de leur soupe à la bière et de leur soupe au lait. Nous leur offrons notre cœur et quelques traites. Voilà notre façon d'agir. Ah, sacré séducteur, sacré faux blanc. Ces allusions oiseuses et perfides étaient accompagnées d'aimables sourires et de cajoleries. L'hypocrite étalait ses sentiments amicaux et la joie qu'il avait à se trouver en compagnie de M. Goliathkin. Mais notre héros n'était pas assez obtus et inexpérimenté pour se laisser prendre à ce jeu. Ce que voyant, l'odieux personnage décida aussitôt de changer de tactique et de jouer carte sur table. À peine eut-il proféré ces ignominies qu'avec la plus révoltante familiarité, l'abject imposteur tripota longuement l'épaule de son voisin. Non content de ce manège, il se lança dans d'autres plaisanteries du plus mauvais goût. En dépit de la résistance et des protestations indignées de notre héros, il voulut rééditer son odieux exploit de la veille et lui pincer la joue. Devant une pareille impudence, le sang de M. Goliathkin bouillonna. Toutefois, notre héros se contint et garda le silence. Il attendait son heure. Ce sont là les arguments de mes ennemis, répondit-il enfin, d'une voix peu assurée, mais gardant la maîtrise de soi. En même moment, notre héros jeta un regard inquiet vers la porte. Il craignait que son interlocuteur, visiblement très bien disposé, ne se livrât à quelque facétie particulièrement déplacée dans un endroit public ou, et en général intolérable dans une société de bon ton. Dans ce cas, je m'incline, répliqua très sérieusement l'imposteur à l'affirmation de M. Goliathkin, en posant sa tasse qu'il avait vidée avec une glotonnerie indécente. Dans ce cas, ajouta-t-il, nous n'avons plus grand-chose à nous dire. Comment vous portez-vous actuellement, Yakov Petrovitch? Je ne vous dirai qu'une chose, Yakov Petrovitch, déclara notre héros avec calme et dignité. Jamais je n'ai été votre ennemi. Hmm, à voir. Et Petrouchka? Comment diable s'appelle-t-il? C'est bien Petrouchka, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Alors comment va-t-il? Bien, j'espère. Toujours le même? Il va bien, comme toujours, Yakov Petrovitch, répondit M. Goliathkin, passablement surpris. Je ne sais pas ce que je dois penser, Yakov Petrovitch, mais pour ma part, en toute loyauté et en toute franchise, enfin, qu'en venait-on à vous-même, Yakov Petrovitch? Oh oui, mais vous savez vous-même, Yakov Petrovitch, vous savez vous-même que les temps sont difficiles, répondit M. Goliathkin jeune, d'une voix triste et expressive, se donnant les airs d'un homme profondément affligé et repentant, d'un homme digne de commisération. Tenez, je vous prends un témoin, Yakov Petrovitch, ajouta-t-il, avec l'évidente intention de flatter notre héros. Vous êtes un homme intelligent, vous saurez juger équitablement. Non, la vie n'est pas un jeu. Vous le savez vous-même. Yakov Petrovitch, conclut l'hypocrite, imposteur sur le ton grave d'un monsieur intelligent cultivé, apte à discuter des problèmes les plus élevés. De mon côté, Yakov Petrovitch, répondit avec exaltation notre héros. De mon côté, je vous parlerai un langage franc et courageux. Faisant fi des détours, je vous dirai donc, Yakov Petrovitch, en toute sincérité et honnêteté, que je suis absolument innocent. Oui, Yakov Petrovitch, je vous l'affirme. D'ailleurs, vous le savez bien vous-même, Yakov Petrovitch, il s'agit, dans notre cas, Yakov Petrovitch, d'un malentendu réciproque. Tout est possible en ce monde, d'un malentendu aggravé par les jugements de la société et d'une populace aveugle et servile. Je vous parle franchement, Yakov Petrovitch, je vous répète, tout est possible. J'ajoute ceci, si nous consentons à examiner toute cette affaire d'un point de vue honnête et élevé, j'affirme alors, sans fausse honte, qu'il me sera presque agréable d'avouer certains de mes errements. Oui, j'aurais même plaisir à les dévoiler. Vous êtes un homme intelligent et honnête. Vous savez bien vous-même tout ce que je vous ai avoué. Oui, j'affirme que je suis prêt à tout confesser, honnêtement et sans fausse honte, conclut notre héros avec un air plein de noblesse et dignité. Destin, fatalité, Yakov Petrovitch, mais laissons tout cela de côté pour le moment. Employons plutôt les courts moments dont nous disposons à un entretien plus agréable et plus productif. Cela convient mieux à deux collègues. D'ailleurs, je n'ai pas pu placer de mots durant
toute cette conversation. Et ce n'est pas de ma faute, Yakov Petrovitch. Ni de la mienne, ni de la mienne, interrompit notre héros avec ardeur. J'en prends à témoin mon cœur, Yakov Petrovitch. Il m'affirme que je ne suis pas responsable de toute cette affaire. Mettons tout cela sur le compte de la destinée, Yakov Petrovitch, ajouta notre héros, M. Goliathkin, d'un ton conciliant. Sa voix s'affaiblissait de plus en plus. Qu'avez-vous? Comment vous portez-vous en général ces temps-ci? Demanda d'une voix douce l'hypocrite. Je toussote un peu, répondit M. Goliathkin d'une voix plus douce encore. Prenez garde, c'est l'époque des maladies contagieuses. Une angine est vite attrapée, pour ma part, je vous l'avoue. Je mets déjà des gilets de flanelle. Vous avez raison, Yakov Petrovitch. On a vite fait d'attraper une angine, Yakov Petrovitch, ajouta notre héros après un court silence. Yakov Petrovitch, je me rends compte maintenant de mes erreurs. Je me remémore avec attendrissement les moments heureux que j'ai eu le plaisir de passer avec vous, sous mon toit modeste, mais j'ose dire hospitalier. Ce n'est pas ce que vous écriviez dans votre lettre, répondit sur un ton de reproche, parfaitement justifié d'ailleurs son interlocuteur. En effet, en cette occasion, mais en cette occasion seulement, monsieur Goliathkin, je n'étais pleinement sincère et juste. Je me trompais, Yakov Petrovitch. Je vois clairement aujourd'hui que je me trompais en vous écrivant cette malheureuse lettre. J'ai honte de vous regarder, Yakov Petrovitch. Je vous le jure. Tenez, donnez-moi cette lettre. Je vais la déchirer devant vous, Yakov Petrovitch. Et si cela ne vous convient pas, Yakov Petrovitch, alors je vous en conjure, lisez-la à l'envers. Oui, absolument à l'envers. C'est-à-dire en lui prêtant des intentions amicales, en donnant à chaque mot de ma lettre le sens contraire. Je me trompais radicalement, cruellement, Yakov Petrovitch. Vous dites, fit l'hypocrite compagnon d'un air distrait, indifférent. J'affirme que je me trompais radicalement, Yakov Petrovitch, et que je suis prêt, sans aucune fausse honte. Ah bon, parfait. Vous vous trompiez, c'est parfait, répondit brutalement M. Goliathkin jeune. Voyez-vous, Yakov Petrovitch, j'avais même une idée, déclara avec noblesse et sincérité notre héros, sans se rendre compte de l'effroyable duplicité de son perfide compagnon. Oui, j'avais alors l'idée suivante. Deux êtres absolument identiques ont été créés. Ah, c'est ça votre idée. Sur ce, le futile personnage se leva et prit son chapeau. Monsieur Goliathkin se leva également et ne s'était pas rendu compte des perfides manœuvres de son ennemi. Il souriait avec noblesse et cordialité. Il cherchait l'innocent à choyer, à réconforter son ennemi, à nouer de nouveaux liens d'amitié. Au revoir, Excellence, s'écria subitement l'imposteur. Notre héros tressaillit en voyant l'expression frénétique, presque bachique, du visage de son ennemi. Dans le seul but de s'en débarrasser, il mit deux doigts dans la main que lui tendait l'indigne personnage. À ce moment, l'effronterie de M. Goliathkin jeune dépassa toutes les limites. Il saisit les deux doigts offerts, les serra et aussitôt après, sous le nez de notre héros, recommença son impudente plaisanterie de la matinée. Cette fois, toutes les réserves de la patience humaine étaient épuisées. Il remettait déjà dans sa poche le mouchoir qui lui avait servi à essuyer ses doigts et sortait. M. Goliathkin reprit enfin ses esprits et se rua à la poursuite de son intraitable ennemi. Ce dernier, suivant sa lâche habitude, avait filé. Il était déjà dans la première pièce. Il se tenait près du comptoir, parfaitement à l'aise, et avalait imperturbablement des gâteaux, tout en parlant avec affabilité et gentillesse à la pâtissière allemande. Pas d'esclandre devant une dame, se dit notre héros. Il s'approcha de lui aussi du comptoir, au comble de l'émotion. Vraiment, cette petite femme n'est pas mal du tout. Qu'en pensez-vous? Fit M. Goliathkin jeune, tablant sur l'infinie patience de notre héros. Il recommençait ses plaisanteries incongrues. La grosse Allemande regardait ses deux clients avec des yeux inexpressifs, couleur de plomb, et un sourire affable. De toute évidence, elle ne comprenait pas le russe, indigné par les paroles de l'impudent imposteur, incapable de se maîtriser plus longtemps. Notre héros, le visage enflammé, se rua sur son compagnon, visiblement décidé à le remettre en pièces et à en finir avec lui, une fois pour toutes. Mais fidèle à sa manœuvre habituelle, le lâche individu était loin. Il avait bondi et se trouvait déjà sur le perron.
Le premier moment de stupeur passé, M. Goliathkin courut à toutes jambes derrière son offenseur. Mais déjà ce dernier montait dans un fiacre qui stationnait dans la rue. Le cocher, visiblement, était de mèche avec l'imposteur. En même moment, la grosse Allemande, voyant ses 2 clients prendre la fuite, poussa un cri aigu et agita de toutes ses forces la sonnette de la porte. Monsieur Goliathkin, en pleine course, se retourna et lui jeta de l'argent pour payer sa consommation et celle de son compagnon. Sans attendre la monnaie, il se précipita vers le fiacre malgré le retard causé par ce contretemps. Il parvint à nouveau à rejoindre son ennemi. La voiture démarrait déjà. Il s'accrocha de toutes ses forces à l'aile de la voiture. Il courut ainsi, s'efforçant à grimper à l'intérieur du fiacre, dont son ennemi, de toutes ses forces également, essayait de lui interdire l'accès. Pendant ce temps, le cocher, à coups de fouet, de rênes et de pied, aussi bien que par ses jurons, encourageait sa rosse débile. Contre toute attente, la rosse prit subitement le galop. Ses rangs sont morts et ruant des pattes arrière, selon une vieille et déplorable habitude. Enfin, notre héros parvint à se hisser dans le fiacre, le dos contre la banquette du cocher, et était nez à nez avec son agresseur. Leurs genoux s'entremêlaient. La main droite de M. Goliathkin agrippait rageusement le col de fourrure assez délabré du manteau que portait son cruel et infâme ennemi. La voiture filait à toute allure. Les 2 adversaires aux prises gardaient le silence. M. Goliathkin haletait. La rue était cahoteuse. La voiture était violemment secouée et notre héros risquait à chaque instant de se rompre les os. De son côté, son ennemi, loin de se reconnaître vaincu, s'acharnait à faire dégringoler dans la boue M. Goliathkin. Pour comble de malheur, le temps était affreux. La neige tombait à gros flocons et s'insinuait à l'intérieur du manteau entrouvert de notre héros. On ne pouvait rien voir à cause de la neige et du brouillard. Il était impossible de reconnaître les rues que parcourait la voiture, lancée à toute allure. Tout à coup, M. Goliathkin eut une impression de déjà-vu. Pendant quelques instants, il chercha à se remémorer. N'avait-il pas déjà pressenti tout cela la veille, dans son rêve par exemple? Son anxiété croissait sans cesse. Elle était maintenant à son paroxysme. Il agonisait, s'accrochant désespérément à son impitoyable ennemi. Il voulait crier, mais son cri expira sur ses lèvres. Puis vint un moment d'oubli total. M. Goliathkin eut la vague conscience que tout ce qui lui arrivait était incompréhensible, inutile et indifférent. Protester, lutter, était vain et absurde. En même instant, un chaos malencontreux changea la face des choses. Tel un sac de farine, notre héros tomba de la voiture et roula dans la boue, en se répétant que tout cela était vain et qu'il avait eu tort de s'emporter. En se relevant, il s'aperçut que la voiture stationnait dans une cour. Du premier coup d'œil, il se rendit compte qu'il était dans la cour de la maison où habitait Olsofie Ivanovitch. En proie à une angoisse intraduisible, il esquissa un mouvement pour suivre l'imposteur, mais s'arrêta à temps, heureusement. Il payait le cocher, sortit dans la rue et se mit à courir à toutes jambes. Droit devant lui, la neige tombait toujours en flocons épais. Il faisait sombre, humide, brumeux. M. Goliathkin volait, heurtant les passants, renversant les moujiks, les femmes, les enfants, subissant lui aussi des chocs. Autour de lui, derrière lui, s'élevaient des clameurs, des cris d'effroi, des paillements. Mais M. Goliathkin ne voulait rien voir, ne voulait rien comprendre. Il reprit ses esprits à l'approche du pont Séminovski, après avoir heurté et renversé maladroitement 2 marchandes avec tout leur étalage, et par la même occasion, après être tombé lui-même. Ce n'est rien, se dit M. Goliathkin. Tout peut s'arranger pour le mieux. Il plongea sa main dans la poche, cherchant un rouble pour dédommager les 2 marchandes de la perte des pains d'épices, des pommes, des noix et d'autres marchandises qu'il avait renversées. Mais soudain, un jour nouveau se fit dans son cerveau. Sa main toucha l'enveloppe que lui avait remise ce matin même le greffier. M. Goliathkin se souvint aussitôt qu'il y avait, non loin de là, une gargote qu'il connaissait bien. M. Goliathkin se souvint aussitôt qu'il y avait non loin de là une gargote qu'il connaissait bien. Il y courut. Il entra dans la gargote et, sans perdre une seconde, s'installa à une table qu'éclairait une bougie poisseuse.
Insensible à ce qui se passait autour de lui, sans même prêter l'oreille au garçon qui venait prendre la commande, il fit sauter le cachet et se mit à lire cette lettre qui le plongea dans la plus profonde stupéfaction. Être noble pour toujours, cher à mon cœur. Ô toi qui souffres pour moi, je souffre, je meurs, sauve-moi. Un intrigant, un calomniateur, un homme bien connu pour sa vanité, sa futilité, m'a entouré de ses filets. Il m'a prise au piège et j'ai succombé. Je suis perdu, mais il m'est odieux, tandis que toi, on nous a séparés, on a intercepté les lettres que je t'écrivais. Tout cela est l'œuvre de cet infâme individu qui a su mettre à profit son inégalité, sa ressemblance avec toi. Je sais, en tout cas, qu'un homme, sans être beau, peut charmer par son esprit, par la générosité de ses sentiments, par la distinction de ses manières. Je succombe, on me marie de force, et c'est mon père, oui, le conseiller d'État Olsoufi Ivanovitch qui mène toute l'affaire. Est-ce le désir de profiter de ma situation dans le monde de mes relations? Mais ma décision est prise. Je protesterai de toutes mes forces et par tous les moyens. Attends-moi ce soir, à partir de 9 heures, dans la cour, juste au-dessous des fenêtres de notre appartement. On donne encore un bal chez nous. Un beau lieutenant doit venir. Je m'éclipserai, te rejoindrai, et nous nous envolerons. Il existe dans notre pays suffisamment d'emplois pour servir inutilement la patrie. Et par-dessus tout, souviens-toi, mon ami, que l'innocence tire sa force d'elle-même. Au revoir, attends-moi ce soir dans la cour avec une voiture. Je viendrai chercher la protection de tes bras à 2 heures précises. Tienne jusqu'au tombeau, Clara ou Sofievna. Après avoir lu cette lettre, notre héros resta un long moment dans l'hébétude, ému, angoissé, pâle comme un linge. Il arpentait la pièce, tenant la lettre dans sa main. Pour comble de malheur, il ne se rendait pas compte qu'il était l'objet de l'attention générale. Ses vêtements en désordre, son émotion mal contenue, sa marche ou plutôt sa course à travers la salle, les gestes de ses mains, les quelques paroles étranges qui lui échappaient inconsciemment, tout cela n'était guère fait pour disposer les clients en sa faveur. Même le garçon le considérait avec une certaine méfiance. Quand il reprit ses esprits, M. Goliathkin s'aperçut qu'il se trouvait au centre de la salle. D'une façon indécente et pour le moins déplacée, il dévisageait un petit vieillard d'aspect assez respectable. Ce dernier venait de terminer son dîner. Il s'était incliné devant l'icône, et maintenant, assis sur sa chaise, il ne quittait pas des yeux M. Goliathkin. Déconcerté, notre héros parcourut la salle du regard. Il vit alors que tous les yeux étaient braqués sur lui, des yeux pleins d'animosité. Tout à coup, un militaire en retraite, portant un uniforme à col rouge, se mit à réclamer bruyamment. Le messager de la police. Monsieur Goliathkin tressaillit, son visage s'empourpra. Machinalement, il baissa les yeux et se rendit compte de l'indécence de sa tenue. Un homme convenable n'aurait osé arborer une pareille mise chez lui, et à plus forte raison dans un endroit public. Ses bottes, ses pantalons et tout le côté gauche de sa redingote étaient maculés de boue. Le sous-pied droit de son pantalon avait été arraché. La redingote était déchirée en plusieurs endroits. En proie à une lancinante anxiété, il revint s'asseoir à la table où il avait lu la lettre. Il vit aussitôt s'avancer vers lui le garçon. L'homme avait sur le visage une expression insolente et dure. Confus, désemparé, notre héros fixa ses yeux sur la table. Il y avait des assiettes sales, une serviette poisseuse, un couteau, une fourchette, une cuillère. Qui est-ce qui a mangé à cette table? Se demanda notre héros. Moi? Est-ce possible? Ah, tout est possible. J'ai dîné sans m'en apercevoir. Et maintenant, que dois-je faire? Il leva les yeux. Le garçon était devant lui, prêt à parler. Combien dois-je, mon brave? Demanda notre héros. Il entendit autour de lui de bruyants éclats de rire. Le garçon lui-même se permit de sourire. M. Goliathkin comprit aussitôt qu'il venait de commettre une bévue, une gaffe effroyable. Troublé au plus haut point, il plongea sa main dans sa poche, cherchant un mouchoir. Il avait besoin de faire quelque chose, un geste quelconque pour se donner une contenance, mais à sa grande stupéfaction, comme à celle des spectateurs,
Au lieu du mouchoir, sa main retira de la poche un flacon contenant le médicament que lui avait recommandé quelques jours auparavant Christian Ivanovitch. Une pensée traversa son esprit. Les médicaments dans la même pharmacie. Il tressaillit, réprimant à grand-peine un cri d'effroi. Son esprit s'éclairait soudain. Le liquide contenu dans le flacon était d'une couleur sinistre, rouge sombre. Il se reflétait lugubrement devant les yeux de notre héros. Tout à coup, le flacon échappa de ses mains et se brisa. M. Goliathkin poussa un cri et fit un bond en arrière. Il tremblait de tous ses membres. La sueur perlait sur son front et ses tempes. Ma vie doit être en danger, se dit-il. Dans la chambre régnait un tumulte, un vacarme extraordinaire. On entourait M. Goliathkin, on lui parlait, on le saisissait par le bras, par les épaules. Lui restait immobile et muet, ne voyant rien, n'entendant rien, insensible à tout. Enfin, il s'arracha de sa place et se rua hors de la gorgote. On voulut le retenir. Il bouscula tout sur son passage, inconscient, à bout de force. Il se jeta dans un fiacre et se fit conduire chez lui. Dans le vestibule, il rencontra Miraïev, le gardien de son administration, qui lui apportait une lettre de service. « Je suis au courant, mon brave. Je sais tout. C'est un avis officiel, » murmura notre héros abattu, d'une voix terne et lamentable. Il prit l'enveloppe et donna 10 kopecks à Mikhaïev. L'enveloppe contenait effectivement une note de service. Elle portait la signature d'André Filipovitch. Il notifiait à M. Goliathkin d'avoir à remettre à Ivan Semyonovitch tous les dossiers qui se trouvaient en sa possession. En rentrant dans son appartement, M. Goliathkin tomba sur Petrouchka, occupée à entasser toutes ses hardes, chiffres et guenilles. Aucun doute n'était possible. Petrouchka quittait son maître et s'apprêtait à déménager. Caroline Ivanovna venait de le séduire. Il partait remplacer Eustache.